Alors, il reste deux chapitres là, ou deux sections au témoignage de Mme Lalonde. Donc, le prochain, c'est la correction des problèmes liés à CASA. Donc, avez-vous été informé d'une liste de problèmes à corriger en lien avec le déploiement de CASA? Oui, oui, en fait, dès qu'il y a des redressements là, qui étaient à faire, en fait, il y a des redressements qui étaient à faire pour corriger les états financiers. Puis, quand un redressement devenait significatif à ma connaissance, là, il était ajouté à une liste de redressements. De mémoire, là, quand je suis partie, c'était dans la cinquantaine. J'avais 57 en tête, 57 redressements à corriger pour redresser les états financiers. Par qui est dressée cette liste-là? À la base, c'était la tribu finance de la VPTI qui avait la responsabilité là, de générer cette liste-là. Puis, c'était vraiment comme un tableau Excel avec toute la liste des redressements effectués, une brève explication. Puis, on avait une idée de la portée. Là. En fait, de quel côté était l'écart? Est-ce que c'est les clients qui devaient rembourser ou l'inverse, le SAC qui devait facturer? Puis, on avait la portée en termes de clients, puis le type de clientèle qui était impacté. Là, il y avait plusieurs détails dans ce tableau-là. Puis la DVIEP, est-ce qu'elle est impliquée d'une façon ou d'une autre dans le traitement de cette liste-là? Ultimement, en fait, on ne la produisait pas. Ultimement, on était impliqué parce que, si je remonte un peu l'histoire, là, cette liste-là était produite par la tribu finance de la VPTI. Et puis, pour valider cette liste-là, pardon, c'est la deuxième ligne de maîtrise. En fait, là, c'est la direction des risques et des contrôles organisationnels sous Francine Lépiné qui a été mandatée pour venir valider la portée, là, comme je vous dis, là, le nombre, le montant monétaire de ce redressement-là, puis la portée en nombre de clients. Donc, la deuxième ligne de maîtrise a été mandatée, mais bien rapidement, il manquait de bras pour faire la job d'analyser tous ces redressements-là. Là. On était une cinquantaine et plus. Puis, en fait, l'organisation cherchait principalement des CPA pour venir donner un coup de main pour analyser ces redressements-là. Donc, il y a eu un appel à tous là, pour les CPA de la boîte au complet. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu peu de volontaires pour venir faire ça. Donc, le président a demandé spécifiquement à mon gestionnaire, Daniel Pelletier, que nous, à la vérification interne, on aille donner un coup de main là-dedans, là, surtout parce qu'on avait plusieurs CPA dans notre boîte, puis des experts en informatique aussi. Oui, je m'excuse. Non, ça va. OK. Donc, quel est l'objectif qui est poursuivi par la société avec cette liste-là? En fait, ben, probablement recenser là, les redressements à faire aux états financiers, puis voir la portée, puis faire un suivi là, euh, des corrections. Mais ultimement, là, ils voulaient remettre cette liste-là aux auditeurs externes pour, en fait, là, faire un portrait du redressement, faire une brève analyse du redressement pour que les auditeurs externes puissent apprécier, en fait, c'était quoi le problème, qu'est-ce qui a été fait pour le corriger. Puis, ultimement, ils voulaient en venir à joindre à ça une écriture comptable pour prouver que le redressement avait été fait dans les livres. Par contre, moi, de mémoire, là, quand je suis partie, c'était vraiment au niveau d'une écriture de redressement pour le poste du compte et non chacune des erreurs corrigées spécifiquement dans les comptes des clients. Puis, il y a aussi l'étape de corriger la machine pour pas qu'elle régénère d'autres écarts. Ça, c'est dans un autre... Pouvez-vous Dans un élaborer autre... un peu davantage sur ce que vous venez de dire avant pour qu'on puisse bien saisir? Parce que ça semble être Ben, en votre fait, quotidien, mais juste m'assurer, parce que moi, je ne suis pas certain, je comprends très bien, donc j'espère que je ne suis pas le seul, mais juste pour le préciser un petit peu, c'est plus parfait, détaillé. oui. Oui, mais en fait, la production du tableau, c'est ça. Ce que la deuxième ligne de maîtrise cherchait à faire avec ça, c'était d'avoir euh, en fait, il y avait des fiches de créer pour chacun des incidents. Donc, on avait 50 redressements environ. Une fiche était créée pour chaque incident. Puis, dans cette fiche-là, ben, il y avait comme la mise en contexte de l'incident, comment ça avait été découvert, comment c'était traité par la suite, comment le chiffre dans le tableau avait été sorti. En fait, là, comment on évaluait le nombre de clients affectés, puis le montant qui est impacté pour ce problème-là. Puis c'est ça, ultimement, ben, la comptabilité aurait fait une régularisation, en fait, une écriture dans les livres comptables pour venir dire, par exemple, j'ai 1000 clients qui totalisent 1 million à corriger, je vais passer l'écriture dans le compte pour venir globalement corriger que le compte, par exemple, les comptes clients, les comptes à recevoir sont bons. Donc, le poste comptable aurait balancé,
Mais par exemple, c'est une autre étape là, de venir corriger à la pièce le compte de Monsieur A, Madame B. Il fallait quand même réouvrir là, tous les comptes de façon individuelle pour faire les corrections, comme je vous disais tout à l'heure. Par exemple, quand c'était des erreurs en lien avec la SOFIL, il fallait aller corriger la façon dont le véhicule était codé dans sa fiche. Est-ce que le PDG est informé de cette liste-là? Est-ce qu'il est en copie? Est-ce que ça monte jusqu'à lui, en d'autres termes? Oui, je pense que cette liste-là là, était jointe avec le plan d'action sur la production des états financiers. Là. Je sais qu'il y avait des topos qui étaient montés en comité directeur, puis ultimement, probablement c'était monté au comité d'audit aussi, là, parce que c'était vraiment en lien avec la production des états financiers. La liste, là, je ne sais pas si elle arrêtait au niveau du président, mais oui, le président avait une mise à jour quand même assez régulière de cette liste-là. Mais lui, la compréhension de M. Ducharme, là, du moins de mon point de vue, c'était qu'une fois que cette liste-là serait réglée, lui sera en mesure d'avoir des états financiers audités. Dans sa compréhension de ce que je saisissais, c'était que c'est ça, si les équipes réussissaient à passer au travers, à rayer les 57 redressements, les états financiers seraient conformes. Par contre, comme on a parlé tout à l'heure, les corrections, on ne les fait pas en date de la transaction, on les fait plus tard. Donc, si on les fait en 2024, ça n'empêche pas que les états financiers de 2023 ils étaient contaminés. Là. Donc, il y avait un décalage dans le temps par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des discussions entre la DVIEP et le PDG, soit que vous êtes parti ou que M. Pelletier vous rapporte? Oui, en fait, c'est M. Pelletier là, en statutaire avec M. Ducharme. Là, quand M. Ducharme a demandé à ce que notre équipe fasse des travaux, amène de l'aide supplémentaire à la deuxième ligne de maîtrise, M. Pelletier lui a expliqué que par la nature de nos travaux, nous, on se devait de rester indépendants dans le processus. Je pense notamment aux problèmes en lien avec la SOFIL, qu'on avait un audit à faire de l'autre côté pour auditer si les sommes, si la perception le respectait l'entente, puis si c'était bien remis à la SOFIL. Donc, on pouvait très mal aller expliquer comment corriger le problème, par exemple, puis ensuite venir apprécier que c'était bien corrigé. Il fallait vraiment faire attention à notre indépendance à ce niveau-là. Puis ça, M. Pelletier l'avait expliqué à M. Ducharme, mais M. Ducharme avait besoin de bras. Lui, ce qu'il voulait, c'est passer au travers de la liste des 57 problèmes. Il voulait les régler, puis c'était pas vraiment un choix. Là. On devait aller donner un coup de main à la deuxième ligne de maîtrise, puis même Monsieur Pelletier nous avait dit à l'époque, je sais que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, mais vous ne pouvez pas vraiment refuser parce que ça va être vu comme de l'insubordination. Donc, on a embarqué là, dans l'espèce de cellule de crise qui avait été formée avec la deuxième ligne de maîtrise. Là, de mémoire, c'était la DG aux finances, Annie Larivière, qui était là. Vicky Maranda était là aussi. C'était la directrice de la gestion contractuelle, mais elle avait sous sa responsabilité la boîte des contrôles organisationnels. Il y avait aussi la directrice des risques et contrôles organisationnels qui était là. Puis il y avait des gens aussi qui étaient sous l'équipe des finances, mais qui étaient un peu plus experts en informatique, puis qui nous aidaient à reproduire les extractions pour valider la liste des problèmes. Qu'en est-il du caractère complet de la liste là, et l'ajout de problèmes sur cette même liste-là? Mais la commande qui était véhiculée dans ces rencontres-là, c'était vraiment de dire on valide les chiffres, les problèmes, les redressements qui sont dans le tableau, mais le but, c'est pas d'en trouver des nouveaux. Fait que là, évidemment, nous autres, au fur et à mesure des analyses, il y avait des nouvelles problématiques qu'on soulevait, on avait des questionnements. On se demandait si on ne devait pas rajouter des nouveaux problèmes à la liste, mais ça, la deuxième ligne de maîtrise était très claire, là, que la commande, c'était de valider les 57. On envoyait quand même, on soulevait quand même des problématiques. Après, je ne sais pas, je ne suis pas en mesure de dire qu'est-ce qui a été fait, s'il y en a plus qui ont été ajoutés. Mais au moment où on a fait les travaux, il fallait vraiment focusser sur les problèmes qui étaient dans la liste. Ce que je veux comprendre, en fond, l'objectif, c'est de vider la liste et pas nécessairement d'avoir une liste à jour de tous les enjeux? Pas à ce niveau-là, non, pas à ce moment-là. On parle depuis tantôt d'une cinquantaine de problèmes. Est-ce que c'est 50 problèmes, c'est-à-dire c'est 50 incidents ou c'est 50 problèmes qui, si on prend l'exemple de la SOFIL, peuvent avoir 10, 20, 30, 100, 150, 200 problèmes? Oui, c'est exactement ça. En fait, là, c'est 50 problèmes avec plusieurs incidents. Là, ça peut être des milliers d'incidents par type de problème. Donc, ça aussi, ça venait quand même
à confusion là, lors des premières éditions de compte, du moins. Il fallait vraiment faire la part des choses, que c'était pas 57 problèmes unitaires. C'était plusieurs petits cas qui étaient dans chacun des problèmes, encore une fois, qu'il fallait corriger dans les comptes des clients à la pièce. Entre le lancement de la L2, là, on est en février 2023, et votre départ en avril 2024, parce que depuis tantôt, je vous entends, puis là, on parle il y a des groupes qui se forment à gauche puis à droite pour régler le problème, des listes, des audits, etc. Est-ce que personnellement, vous avez pu constater qu'il y avait combien de personnes différentes qui ont pu travailler à résoudre les problèmes suite au déploiement? Je parle à l'interne, pas des consultants, mais des employés permanents ou temporaires, peu importe, mais des employés de la SAC qui, de près ou de loin, est impliqués à essayer de régler des problèmes. Est-ce que vous êtes capable de donner un chiffre? Je ne saurais pas vous dire l'idée de grandeur, là, mais il y avait beaucoup de monde qui était amené à travailler là, à plusieurs niveaux. En fait, il y avait les gens, probablement des tribus de CASA, qui travaillaient là, au niveau opérationnel. La deuxième ligne de maîtrise était très présente, là, puis l'équipe aussi de la comptabilité à la Direction générale financière. Il y avait même des gens de la vice-présidence aux finances qui étaient prêtés à l'équipe, notamment là, à l'équipe de la perception là, au niveau de CASA, qui était prêtée temporairement pour aller corriger des erreurs justement dans les dossiers des clients. Puis, tu sais, c'est ça, tout ça, il y avait quand même beaucoup de personnes qui participaient à ça. On avait notre cellule de crise, le deuxième niveau de maîtrise, et nous qui participaient. Puis, c'est ça, c'est beaucoup de monde sur le terrain quand même, mais je pourrais pas vous dire le nombre exact. Est-ce que vous êtes capable de donner une idée de grandeur? Est-ce qu'on parle de quelques dizaines, de plusieurs dizaines, de quelques centaines? Plusieurs dizaines, probablement. Plusieurs dizaines? Oui. Puis je comprends aussi de votre témoignage que ça semble être la priorité à ce moment-là. Il faut régler les problèmes en lien avec la L2. Oui. Ben de ce qu'on comprenait, c'est que M. Ducharme avait reçu l'attente d'avoir des états financiers audités. Pour lui, c'était une priorité d'avoir des états financiers audités pour 2023. Êtes-vous au courant de discussions entre la VPTI et la Direction générale quant au fait que les problèmes sont bel et bien corrigés? Surtout en lien avec les problèmes de la SOFIL, là, comme j'ai parlé tout à l'heure. Ça, c'était un des types des problèmes qui revenaient souvent, mais par la production du plan d'action sur le plan d'action pour corriger, pour redresser les états financiers, bien nécessairement, c'est un document qui présentait conjointement. Là, donc, c'est sûr qu'il était... les deux avaient une responsabilité conjointe là-dedans. Je voudrais d'exhiber pour la suite de votre témoignage, Madame l'assistante greffière, l'onglet 4, pardon, qu'on va appeler « Contrôle interne à l'égard de l'information financière, redressement-R015 », qui est daté, là, je pense qu'on a assez d'informations, donc comme pièce 43 P277. Peut-être vous expliquer un peu ce document-là qui semble contenir beaucoup d'informations. Oui, en fait, là, comme j'ai mentionné, c'était la tribu finance à la VPTI qui sortait le fameux tableau des redressements à effectuer. Puis la deuxième ligne de maîtrise avait fait un gabarit, ce que vous voyez, là, ce que je vous expliquais tout à l'heure, la fiche qui est liée, celui-ci, c'est le redressement numéro 15, qui était en fait là, un problème, comme j'ai parlé tout à l'heure, c'était une somme qui était facturée en trop au client en lien avec les droits SOFIL. Quand le client rachetait son véhicule, rachetait sa location de véhicule, bien, le droit d'acquisition SOFIL se refacturait, alors que ça devrait être une fois. C'est ça. Donc, c'était ce redressement-là. Et puis, c'est ça, c'est la deuxième ligne de maîtrise qui avait fourni le gabarit. Puis, c'est ça, en fait, là, qui, ultimement, allait être envoyé aux auditeurs externes pour démontrer la démarche qui a été faite par rapport à ça. Et qui est responsable de ces fiches-là? Dans la cellule là, qui a été formée pour le redressement des états financiers, l'équipe qui s'en occupait là, nous avait divisé en sous-équipes, en fait. Là, puis on était à peu près 3 personnes par redressement. Donc, c'était la mini-équipe là, qui devait remplir cette fiche-là pour documenter la problématique, puis en fait, essayer d'arriver au même montant puis au même nombre de clients affectés qui étaient sur le tableau produit par la VPTI. Donc, pour cette fiche-là, ben, c'est moi qui étais impliquée. Vincent Poirier, qui travaillait dans mon équipe à la vérification interne, faisait partie de cette équipe-là parce que lui était en mesure justement d'aller consulter le système informatique pour aller voir
comment les incidents avaient été traités. Puis il y avait un actuaire aussi qui était dans notre équipe par rapport à ça. Puis ce document-là, là, est-ce que vous l'avez confectionné en totalité ou en partie? C'est un travail d'équipe pour en venir à cette conclusion-là. C'est moi qui ai écrit le texte dans la fiche, mais c'était notre mini-équipe de 3 qui en est venue à cette analyse-là. Pourquoi il y a du noir et du bleu? C'est un peu mélangeant. Hein? Des fois, il y a une raison. Quand je me dans mes notes, il y a une raison. Là, je veux savoir s'il y a une raison particulière. Oui, en fait, de ce que je me souviens, là, j'avais mis plus en noir ce qui était factuel, entre autres, ce qui provenait des informations déjà retracées par la VPTI ou par l'équipe des finances. Parce qu'on avait déjà, il y avait un PowerPoint qui était monté, là, je pense que c'était au niveau du comité d'audit pour venir expliquer la nature des différents redressements qui étaient visés. Donc, on reprenait quand même des éléments. Il y avait comme un petit peu de travail de fait. Donc, je suis venue camper là, les éléments qui étaient déjà connus, plus factuels, en fait. Puis, en bleu, là, je mettais des bémols parce qu'effectivement, pour nous, ce qui était très, très difficile là, dans le cadre de ce travail-là, c'est qu'on avait beaucoup de questions, en fait. On avait beaucoup de questions. Puis, la deuxième ligne de maîtrise nous disait, envoyez-nous vos questions. Nous, on va les renvoyer. Après, on va les dispatcher, les questions, puis on va les envoyer, entre autres, aux gens des tribus, à la VPTI, pour qu'ils répondent à vos questions en lien vraiment avec ce qui se passait dans le système. Par contre, vous comprendrez que les gens à la VPTI étaient surchargés, donc ce n'était pas nécessairement leur priorité de nous répondre, malgré que de régler les redressements financiers, c'était une priorité pour l'organisation. La disponibilité des ressources à la VPTI, c'était difficile. Là. Donc nous, heureusement, là, il y avait Vincent Poirier dans mon équipe qui m'aidait à aller consulter là, le système, là, l'outil dans lequel il y avait l'explication des incidents de façon plus technique. Puis, c'est un peu ça là, au travers des sections, mais moi, je m'étais permis de rajouter quelques sections à cette fiche-là, à ce gabarit-là, parce que en faisant l'analyse, on avait été contraint d'avoir certaines limitations, du moins parce qu'on n'avait pas les réponses à nos questions, pardon. Donc ça a été campé aussi dans la fiche. Là, je pense que c'est un peu plus bas. Puis, Descendre, madame. Puis même au même titre, là, c'est ça, quand on soulevait des problématiques potentielles, là, parce qu'on n'était pas sûr qu'elles étaient avérées, ces problématiques-là, on les avait nommées aussi dans la fiche. Là. Donc là, c'est sûr que c'est très, très technique là, quand même. Puis le fichier, initialement, comme vous voyez, là, il y a l'analyse. En fait, ça, c'est le sommaire. Mais à droite, là, j'avais des références. Là, dans le fond, chaque partie était expliquée par ailleurs. Vous parlez les documents en bleu soulignés? Oui, à droite, là, dans la dernière colonne. C'est des hyperliens pour la documentation? En fait, j'avais d'autres onglets dans le Excel. Okay. J'avais des pièces probantes qui venaient appuyer mes dires. On avait des imprimes écrans. C'est ça, on avait fait quand même un travail de documentation assez complet parce qu'on se disait aussi, ultimement, c'est les auditeurs externes qui vont recevoir ça. Donc, on voulait qu'ils soient capables de prendre connaissance de la totalité de nos analyses puis constater, comme nous, on l'avait fait, qu'il y avait certaines limitations à l'analyse. Je ne sais pas si on peut descendre à la section. Oui, certainement. Allez-y, guidez l'assistant greffière. Merci. La section limitation à l'analyse, justement. En fait, ce qu'on avait compris là, avec cette analyse-là, c'est que pour arriver au montant dans le tableau lié à ce type d'erreur-là, la VPTI avait utilisé, en fait, il avait fait des filtres en fonction du code de la transaction. Puis là, ce qu'on voit dans la première limitation, c'est que le code de transaction qui était lié à immatriculer un véhicule racheté par son locataire, c'était I5. Là, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais c'était ce code-là. Puis quand on a fait, nous, on essayait de repasser par un autre chemin pour arriver au même résultat, pour ne pas réexécuter juste la même affaire. Là, on voulait trouver un autre moyen de corroborer l'information. Mais là, quand on a fait l'extraction, en fait, la personne là, des finances qui nous aidait à faire l'extraction, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait plusieurs transactions qui n'avaient pas de code. Puis là, on s'est dit, ces codes-là, c'est-tu normal qu'ils soient, ces transactions-là, pourquoi elles ne sont pas codées? Est-ce que ça nous amène en fait une réflexion? Est-ce que ces transactions-là auraient dû être codées? Puis est-ce qu'elles auraient pu être codées comme I5? Donc, elles auraient rentré aussi. Ils se seraient ajoutés aux redressements qui sont à faire. Puis là, c'était quand même significatif. Là, c'était à peu près 25 000 transactions qui n'avaient pas de code.
Donc, nous, on n'était pas à l'aise de dire qu'effectivement, tout était réglé. Là. Il nous restait en fait des questionnements qui restaient par rapport à ça. Puis ça, on n'avait pas de réponse là, de la part de la VPTI par rapport à ça. Puis c'est ça, on avait quelques limitations à l'analyse. On se disait, bien, effectivement, si le préposé code mal la transaction, parce que ça, on en avait attrapé dans les incidents. Justement, là, Vincent Poirier en faisant une recherche pour les incidents, bien, il avait remarqué qu'il y a des transactions qui étaient codées, mettons, I4 au lieu de I5. Mais là, ça veut dire qu'elle ne rentrait pas dans le montant total du redressement à effectuer. Là. On ne pouvait pas s'assurer de l'exhaustivité puis de l'exactitude, en fait, des montants qui étaient dans le tableau avec l'information qu'on avait à ce moment-là. Et puis, dans les problématiques potentielles, si on descend juste un petit peu, s'il vous plaît. C'est ça. Bien là, on ramenait le questionnement, par exemple, pourquoi il existe des transactions sans code, parce que là, à ce moment-là, ça pourrait... Peut-être que, justement, c'est un contrôle clé. Avec le code, en rentrant le code, ça devient un contrôle clé pour aller facturer certaines sommes. Là, s'il n'y a pas de code, ça veut dire qu'il n'y a pas de facturation, là, peu importe c'est quoi la nature. Donc, on se questionnait par rapport à ça. On aurait voulu avoir des réponses. Puis, en plus, on avait observé un cas où cette erreur-là de surfacturation avait été corrigée. Donc, le client il avait reçu un chèque qui avait été remboursé. Puis nous, quand on faisait l'exercice de sortir sa facture client au départ, sa facture qui avait été produite, puis la facture de remboursement, ça n'arrivait pas au net à zéro. Il y avait comme un solde qui restait. Donc, on se disait, bien, ça veut dire qu'il y a peut-être une autre problématique sous-jacente, notamment là, dans le cadre de la SOFIL avec les droits additionnels là, qui sont refacturés ensuite. Mais il y a des règles, là, il y a des règles avec le nombre de mois aussi. Des fois, il y a un congé d'1 mois, tout ça. Fait qu'on se disait peut-être qu'il y a un petit calcul là, qui se fait mal, là, puis ça n'arrive pas au net à zéro, finalement. Le client est remboursé, mais il y a comme un solde dans son compte. Puis le 3 maintenant, je pense que dans ce cas-là, c'était 3 et quelque chose. C'est peut-être pas significatif, mais si c'est ça pour tout, ça ne fonctionne pas. Puis ultimement, c'est ça, s'il y a une problématique derrière ça, ben il faut s'assurer de la corriger pour éviter d'autres erreurs ailleurs. Là, comme vous disiez tantôt, la corrigeant en profondeur, pas juste le problème ponctuel, mais la source du problème. Oui, puis tu sais, quand on faisait nos analyses, là, c'est M. Poirier dans mon équipe qui m'aidait à faire ça. C'était extrêmement difficile là, de faire le suivi dans l'outil là, qui s'appelle Solman. Dans l'outil Solman, on avait la description des incidents. Puis ça, la source, c'est, par exemple, un préposé qui constatait une erreur. Bien, lui, il créait un billet, puis il documentait la problématique. Par exemple, le client était trop facturé, ça n'aurait pas dû se refacturer une deuxième fois lors du rachat de sa location. S'il vous plaît, remboursez le client. Bon, ça, c'est envoyé dans le système. Là, ça va bien si on veut chercher ça, mais par contre, là, la façon de chercher dans l'outil Solman, c'était par mots-clés. Fait qu'on faisait des contrôles F pour chercher puis attraper les mots-clés des différents incidents. Donc là, c'était une autre limitation à ça, c'est la numéro 4, je crois. Là, non, c'était peut-être pas celle-là. En tout cas, c'est que ce qui était difficile, c'est que quand on faisait les recherches, bien là, on devait s'assurer d'avoir aussi l'exhaustivité des mots-clés qui étaient liés à notre problème. Mais là, droit SOFIL, des fois, on avait taxe SOFIL, droit SOFIL, SOFI, on avait tous les cas de figure. Donc, d'arriver à dire, OK, on a couvert tous les types d'incidents pour être sûr que l'incident ne s'est pas reproduit. Parce que dans ce cas-ci, la VPTI disait que l'incident, le redressement, que le problème était corrigé, puis qu'il ne s'était pas reproduit depuis le mois d'octobre. Mais nous, on n'était pas en mesure avec nos analyses de voir ça parce que, comme je vous dis, quand on regardait dans le système, en fait, la source pour savoir si le problème s'était reproduit, c'était de dire est-ce qu'il y a d'autres incidents après qui ont été déclarés. On ne pouvait pas valider l'exhaustivité de ça juste avec des contrôles F. Puis ensuite de ça, ben là, il disait ben, c'est corrigé depuis octobre. C'est ça, on avait de la misère là, à valider cet élément-là. Et comment vos commentaires là, en bleu, est-ce que vous avez terminé sur le document? Oui. Comment vos commentaires en bleu sont-ils reçus là, ou accueillis? Bien, c'est sûr que la deuxième ligne de maîtrise a trouvé que c'était lourd comme documentation. En même temps, nous, on voulait aussi se protéger à l'audit interne pour montrer qu'on avait analysé un peu le problème en entier. Puis vous remarquerez qu'on n'avait pas mis de conclusion à ce problème-là, parce qu'avec nos analyses, on n'était pas en mesure de conclure qu'effectivement, c'était bel et bien corrigé. Et puis, on ne voulait pas trop se mouiller non plus, parce qu'il faut se rappeler qu'avec notre rôle d'auditeur de la SOFIL, on ne voulait pas non plus arriver
à vraiment là, donner la solution, comment corriger le problème. Donc, on était assez prudents pour ça. Donc, il n'y avait pas de conclusion sur notre document. Si Mme la graphière, assistante graphière, on peut monter en haut du document, s'il vous plaît. Là, pour la prévision du prochain document, je vois ici là, incident, numéro de l'incident, complété le 5 octobre, onglet incident Salomon. Donc, juste voir ici qu'il y a une première ligne. On va aller à ce moment-là à l'onglet numéro 5, Madame l'assistante greffière, qui est en fait le même document, mais qui semble être postérieur compte tenu de mon dernier commentaire. Donc, contrôle interne à l'égard de l'information financière, redressement R015. Je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais... Je pense que c'est la version finale à ce moment-là. C'est la version, version on peut l'appeler finale que... parfait. Appelons-la version finale. On va juste le coter avant, je vais permettre de commenter. 43 P278. Donc, avant de passer la parole, on voit les dates. Donc, écriture de régularisation, on est le 15 avril 2024. Redressement de données, 16 mars 2024. Qu'est-ce que c'est ce document-là? Ça semble être assez connexe au précédent, sauf qu'on a notamment plus de commentaires en bleu. Contextualiser le document, s'il vous plaît. Oui, en fait, quand on a terminé notre analyse dans notre équipe, on l'a envoyé à la deuxième ligne de maîtrise pour qu'ils en prennent connaissance. Puis ensuite de ça, ben là, la balle était dans leur camp. Là. Les autres, à la deuxième ligne de maîtrise, devaient compléter le document, en fait, le compléter dans le cas où il y avait eu une écriture de régularisation. Comme je vous disais tout à l'heure, le but, c'était de corriger le poste à l'état financier. Donc, ils ajoutaient l'information par rapport à ça. Dans ce cas-ci, l'équipe mentionnait que c'était, en fait, eux, leur conclusion, c'était de dire que c'était entièrement corrigé, donc corriger l'incident le 5 octobre 2023. Puis là, ils venaient lier à ça l'écriture de régularisation, à quelle date, puis comment le redressement des données avait été fait. Donc, on voit là, dans la partie 1, là, il y a des sections qui ont été ajoutées pour expliquer, entre autres, le correctif, le redressement, puis la conclusion, qu'on voit que c'est ben, probablement la deuxième ligne de maîtrise. Là. Moi, je n'ai pas eu connaissance du courriel où ils ont envoyé en fait la version finale. Là. Ça, je ne l'ai pas vu, mais la conclusion, c'est ça. Là, on voit qu'elle a été ajoutée en vert, problématique corrigée. L'incident a été corrigé. Aucun autre incident de ce type n'a été détecté en 2023. Donc, en fait, à ma compréhension, c'est que notre fiche d'analyse a été nettoyée. Puis, c'est cette version-là qui est à l'écran qui a été envoyée aux auditeurs externes. Au vérificateur général du Québec et à la firme et à BDO Canada. BDO oui. qui font les vérifications externes. Qu'est-ce que vous faites? Donc, vous apprenez connaissance de cette fiche-là, l'existence, pardon, de cette fiche-là. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre réaction? Comment réagissez-vous? Bien, il faut comprendre que les auditeurs externes, là, on était constamment en communication avec eux. Ils étaient au courant qu'on faisait partie de cette équipe-là là, pour revenir donner un coup de main pour le redressement des états financiers. Nos travaux les intéressaient beaucoup. Eux voulaient être tenus informés de ce qu'on trouvait là-dedans parce que ça les alimentait aussi pour leur propre audit des états financiers. Dans un monde idéal, là, la séquence qui aurait dû être suivie pour ce processus-là, c'est que oui, la VPTI à la tribu finance sortait l'information. La deuxième ligne de maîtrise aurait dû faire la fiche au complet seule pour la valider. Puis ensuite, en troisième ligne de maîtrise, nous, on serait venu apprécier ce travail-là. Puis à ce moment-là, les auditeurs externes auraient été en mesure de s'appuyer sur les travaux de l'audit interne, étant donné qu'on est une direction indépendante et compétente pour faire le travail. Donc, à ce moment-là, la séquence aurait été suivie. Mais là, comme on était un peu on avait un petit bras qui trempait dans le processus pour l'analyse, ils ne pouvaient pas se fier là, à 100% sur nos travaux, mais ils voulaient quand même être informés. Donc, c'est ça. Moi, quand j'ai remarqué, en fait, je pense que j'avais vu une version projet, là, parce que je regarde la date, l'écriture de régularisation, le 15 avril, c'est la journée que je suis partie. Donc, moi, j'avais probablement une version projet de cette fiche-là. Je savais que ça allait être envoyé aux auditeurs externes. Puis moi, par mes conversations avec les auditeurs externes, je leur mentionnais, faites attention quand vous allez apprécier ce document-là. Nous, on a pris soin d'ajouter plusieurs limitations, des questions supplémentaires pour vraiment permettre de faire le tour de la question puis vous permettre de l'apprécier de façon complète. Donc là, quand je voyais que ça s'en venait, que notre document était
était nettoyé. C'est ça, ben, en collaboration avec le VGQ, là, on a cru bon que j'envoie ma version. En fait, ma version qui était annotée. Puis comme ça, ben, ça leur permettait d'avoir une idée plus globale du travail qui était fait. À l'arrivée de M. Ducharme en avril 2023, là, je comprends que vous êtes toujours à l'emploi de la société. Que se passe-t-il lorsqu'il arrive en 2023? Pardon? M. Ducharme il est arrivé en plein dans la crise là, du lancement de sa clique. Ça a pris quand même beaucoup de temps avant qu'ils viennent nous rencontrer. Puis, si on se rappelle dans l'organisation, dans l'organigramme, en fait, notre boîte de direction de vérification interne, on était la seule boîte sous le bureau du PDG. Donc, on était peut-être une dizaine d'employés physiquement dans l'organigramme sous le bureau du PDG. On s'attendait à ce qu'ils viennent nous rencontrer. Honnêtement, en plus qu'on était physiquement au siège social aussi, on était dans la même tour des bureaux, on n'était pas sur le même étage, mais on était quand même très près physiquement de lui. Mais il ne vient pas nous rencontrer, il n'a pas demandé à nous rencontrer. Ça a pris 9 mois presque avant qu'on le rencontre. Puis tu sais, même, on voyait dans l'intranet que le président se promenait dans les centres de service, allait serrer des mains. Il y avait des photos sur l'intranet qui faisaient un peu le tour du Québec pour aller rencontrer les équipes. Donc, on comprenait qu'il était quand même dans le feu de l'action, mais malgré ça, les mois avançaient. Puis, même par Teams, on n'avait pas eu de demande pour le rencontrer. M. Pelletier, lui, votre patron ou le patron de votre direction, lui, le rencontrait, j'imagine, régulièrement? Oui, lui, il avait des statutaires avec lui à peu près mensuellement. Ou, c'est ça, au besoin, là, quand il y avait des problèmes. Par exemple, la Sophie, là, il se voyait un peu plus souvent. Puis qu'est-ce que M. Pelletier vous rapporte? Ben, M. Pelletier nous disait que, à 3 ou 4 reprises, là, il a demandé à M. Ducharme, est-ce que tu veux rencontrer notre équipe? Est-ce que vous voulez qu'on organise une rencontre? Ça peut être dans nos bureaux à la vérification interne. On avait un bureau fermé, sécurisé, à l'abri des regards pour avoir toutes les discussions qu'on voulait. On se disait, ben, on peut se déplacer aussi, on peut faire sans Teams, on peut vous accommoder, mais il a quand même ouvert la porte là, pour susciter cette rencontre-là qui n'est pas venue avant janvier 2024. Est-ce que M. Pelletier vous parle de la vision de M. Ducharme par rapport à votre travail? Pas concrètement dans ces mots-là, mais par contre, ce qu'on voyait, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des statutaires avec le président ou à chaque fois qu'il y avait des comités d'audit en préparation, ce qu'on se rendait compte, c'est qu'il n'y avait pas un grand intérêt pour notre travail. En fait, là, à chaque fois qu'il y avait une rencontre, justement, à chaque fois que notre gestionnaire rencontrait le PDG ou le comité d'audit, on avait tout le temps espoir qu'ils reviennent avec des commandes spéciales ou des questionnements. Ou, on se disait, oh, ben, on va pouvoir s'adapter, c'est un nouveau président, il y a sûrement des nouveaux besoins, surtout dans le contexte dans lequel il arrive. Mais ça venait pas non plus. Moi, personnellement, là, j'attendais à la fin de la journée que M. Pelletier revienne de sa rencontre statutaire. On avait hâte de savoir s'il y avait des commandes pour nous, puis finalement, il n'y avait pas grand-chose. Vous, au-delà de ce que M. Pelletier vous dit, est-ce que, par exemple, dans le dossier de la SOFIL, est-ce que vous faites vos propres constatations par rapport à cette vision-là? Bien, notamment, là, un peu comme dans l'échange courriel qu'on a vu tout à l'heure, moi, je devais imprimer les cas qui étaient en erreur pour que M. Pelletier puisse les montrer à M. Ducharme. Puis, M. Ducharme, à ma compréhension, il croyait beaucoup plus sur parole Mme Foldaisbus que nous. Fallait vraiment imprimer les cas pour qu'il constate que c'était des cas de la semaine dernière. Sinon, lui, il avait dans son idée que Mme Foldaisbus qui avait dit que c'était corrigé. Donc, c'est sûr que c'est vrai. Vous dites que ça va prendre 9 mois avant qu'il y ait une première rencontre. Dans quel contexte, pardon, que celle-ci s'inscrit? Ben, notre gestionnaire, M. Pelletier, avait annoncé sa retraite. Là, je pense que c'était autour du temps des fêtes ou début janvier 2024. Donc ça, c'était déjà sur la table. Mais aussi, avant les fêtes, il y avait eu un sondage sur l'expérience employée. À chaque année ou à chaque 2 ans, il y avait ce genre de sondage-là. Mais là, cette année-là, ce qui était particulièrement frappant, c'est que quand on a rempli le sondage à la direction de la vérification interne, ça, c'est un sondage qui est anonyme. On le remplissait de façon individuelle. Chacun était libre d'écrire ce qu'il voulait dans les commentaires. Par contre, quand on a reçu les résultats de mémoire, là, c'est ça, c'était en janvier, puis c'était avant la rencontre avec le président,
On a reçu les résultats du sondage, puis là, c'était assez frappant que tout ce qui était en lien avec les questions de comment on était mobilisé là, face à notre direction, est-ce qu'on adhérait aux valeurs de notre gestionnaire, est-ce qu'on était appuyé par notre gestionnaire, tout ça, on arrivait à du presque 100%. Par contre, tout ce qui était en lien avec la haute direction, avec le PDG, la vision de la gouvernance, la transparence de la part de la haute direction, là, c'était à peu près à du 30%. M. Ducharme recevait évidemment ce sondage-là, puis tu sais, c'était anonyme la façon qu'on remplissait le sondage, mais par contre, on dit à quelle direction ou à quelle boîte on appartient. Nous, on était codés comme un bureau du président, on était 10 en dessous de lui, c'était quand même pas difficile de savoir que c'était nous qui répondions. Madame l'assistante greffière, si on peut exhiber l'onglet numéro 7, qui est la convocation pour la rencontre du 24 janvier 2024. Je l'ai à l'onglet... L'onglet 7. C'est l'onglet 7, parfait. Ouais. Donc, on voit là, avant de descendre, donc ça, là, je pense que c'est évident, là, on est rendu assez avec les convocations, tout le monde ici présent. Donc, on voit qui est présent, M. Pelletier, vous, Mme Lalonde, Véronique Bélanger, c'est quelqu'un de la votre coordonnatrice à l'évaluation de programme, qui était dans notre direction aussi. M. Lapierre, M. Poirier, on a eu l'occasion d'entendre comme témoin, Mme Lucie Massé, ça c'est... C'était une CPA dans mon équipe aussi, une conseillère à la vérification interne CPA. Mme Nadia Briard, dont on a parlé tout à l'heure, Géraldine Bourque. Géraldine était une conseillère à la vérification interne. C'est elle qui s'occupait du mandat de la SOFIL notamment, puis du rapport annuel de gestion. Manon Fortin. Manon Fortin, qui était aussi conseillère à la vérification interne. Et puis, au début du mandat CASA de surveillance, elle faisait partie de l'équipe avec Martin Lapierre, Martin Després. Puis par la suite, là, elle avait d'autres tâches dans la direction. Et finalement, Geneviève Pouliot, je vois que sa participation, elle, est facultative. Oui, Geneviève Pouliot, c'est l'adjointe exécutive de M. Ducharme. Puis quand on a vu qu'elle était présente à la rencontre, en fait, on a fait la demande à M. Ducharme qu'elle ne participe pas à la rencontre parce qu'on voulait vraiment un huis clos avec M. Ducharme. Pourquoi? Parce qu'on estimait qu'on pouvait parler plus librement si son adjointe exécutive, du moins, ne faisait pas partie d'une partie de la rencontre. Puis il avait accepté, c'était correct. Est-ce que je dois comprendre que vous sentiez ce besoin-là d'être dans un environnement plus privé? Oui, parce qu'on savait qu'on allait profiter de cette occasion-là aussi de rencontre avec lui qui était unique. C'était la première. On voulait adresser certaines préoccupations qu'on vivait au travers de nos différents mandats. Donc, c'est sûr que c'était des sujets qui pouvaient être un peu dérangés. On voulait rester seul avec lui. Est-ce qu'il y a, en prévision de cette rencontre-là, est-ce qu'il y a un ordre du jour ou des sujets? Pas de façon officielle. Nous, à la vérification interne, on s'était fait comme un aide-mémoire pour les sujets qu'on voulait adresser. On avait fait la liste de tous nos sujets qui avaient des liens, notamment avec l'impact sur les états financiers, là, mais tous nos dossiers qui étaient en vigueur pour lesquels on avait des problématiques. Puis on avait un peu séparé les sections avec qui parle de quoi selon les dossiers à qui ils appartenaient. Donc, on avait mis là, des idées pour déterminer un peu, là, ça serait quoi la portée de la rencontre. Puis, c'est ça, cet ordre du jour-là, évidemment, là, ça n'a pas été envoyé à M. Ducharme d'avance. Puis, de mémoire, c'est ça, c'était assez brut, là, la qualification là, des problématiques qu'on rencontrait. Puis, tu sais, c'est une de mes collègues là, qui avait fait le travail là, de colliger les points de chacun, de monter comme un genre d'ordre du jour avec ça. Mais c'était vraiment un travail d'équipe là, de colliger les problématiques qu'on rencontrait. Vous avez dit qu'il n'a pas été envoyé de façon préalable. Est-ce qu'il a été remis à M. Ducharme? Il n'a pas été remis à M. Ducharme. C'était vraiment juste pour se préparer, là, pour être sûr de ne pas échapper de sujet, parce qu'on se disait, on a eu une occasion là, de le rencontrer, là, on voulait être sûr d'adresser tous les problèmes. Puis on l'avait quand même partagé avec M. Pelletier, parce que nous, on se disait, cette rencontre-là est importante. On veut, ultimement, là, ce qu'on voulait, c'était de faire allumer M. Ducharme pour lui faire comprendre aussi qu'on était là pour travailler pour lui. On voulait collaborer avec lui. Ce qu'on voulait, c'était vraiment lui parler plus ouvertement de ce qu'on vivait sur le terrain, dans le fond, puis voir à quel point là, il y avait des impacts significatifs dans les différents dossiers, puis on avait des problèmes à différents niveaux, mais
C'est ça. Puis il y a des sujets qu'on voulait lui dire plus librement et non par l'intermédiaire aussi de notre directeur. Je comprends que c'était la première occasion aussi que vous aviez en tête-à-tête l'équipe et le nouveau PDG. Oui. Puis tu sais, si je fais la comparaison, M. Marcellet, quand il était arrivé, on était en pleine pandémie, mais il avait pris soin de nous rencontrer par Teams. Puis je me souviens qu'il nous avait posé la question, là, avez-vous des dossiers plus chauds? Comment ça se passe sur le terrain? Il s'était quand même intéressé à un minimum, du moins, à nos travaux. Mais là, M. Ducharme n'avait pas fait cet exercice-là avec nous. Donc, la rencontre, comment va se dérouler? Est-ce que là, je comprends que vous avez parlé d'une annonce de la retraite de M. Pelletier? Oui. En fait, on débutait la rencontre avec M. Pelletier. Puis là, c'est M. Pelletier qui faisait un peu l'introduction, la mise au jeu pour la rencontre, en rappelant notre rôle, en rappelant un peu les compétences de chaque membre de l'équipe. Puis très rapidement, M. Pelletier quittait. Puis de mémoire, c'est ça, Geneviève Pouliot, l'adjointe de M. Ducharme aussi quittait. Puis là, on a adressé notamment la venue du prochain directeur en audit parce que là, M. Pelletier prenait sa retraite. Donc, M. Ducharme voulait nous demander aussi comment on voyait ça, le prochain directeur. Puis pour nous, c'était important de lui mentionner que ça nous prenait quelqu'un qui allait bien livrer nos messages. On voulait quelqu'un qui soit capable d'aller au comité d'audit pour vendre nos rapports. Finalement, nous, on travaillait comme plus qu'un an, des fois, sur un rapport, puis on avait seulement 15 ou 20 minutes pour aller le livrer à la gouvernance. Donc, on voulait quelqu'un qui était à l'aise de faire ça, puis qui avait confiance en nous, qui voulait travailler en collaboration, continuer là, cet esprit-là de belle collaboration puis de synergie dans notre équipe pour vraiment, pour le bien de l'organisation, finalement. Là. C'est quoi le fruit des échanges? Donc, une fois que vous dites votre souhait, je peux le qualifier ainsi, quelle est la réponse de M. Ducharme? M. Ducharme nous a dit que pour le prochain directeur, ce qu'il voulait, c'est quelqu'un qui allait s'entendre avec les équipes. Il ne voulait pas quelqu'un qui fasse des vagues. Ça sous-entendait que, c'est ça, M. Pelletier avait fait des vagues. Nous, dans chacun de nos dossiers, qui accrochaient un peu plus. Des fois, il y avait des échanges houleux avec les secteurs. C'était difficile de valider certains constats, surtout quand c'était des constats significatifs. Là, je pense à la sécurité de l'information. Ça brassait des fois en validation. Puis, c'est ça. Il voulait que la direction de la vérification interne collabore bien avec les équipes, mais ce qu'on en comprenait, c'est que sa version de la collaboration, c'était peut-être de tempérer certains constats ou du moins de s'assurer de les régler avant de les monter dans la gouvernance. Puis, tu sais, je me souviens qu'il y avait sur le bureau en face de lui, il était à ma gauche au bout de la table. Moi, j'étais juste à côté de lui. Il y avait le dossier de sécurité de l'information imprimé sur son bureau. Le rapport, vous l'êtes? Le rapport, oui, exactement. Le rapport en sécurité de l'information. On venait de faire un suivi au comité d'audit, puis encore là, ça avait été très laborieux de faire la validation auprès de la Direction générale de la sécurité informatique. Puis, c'est ça, il y avait le dossier sur son bureau, puis il avait pris ça du coin du doigt en disant « Des dossiers de même, là, moi, je ne peux plus monter ça en haut. Il va falloir vous s'entendre avec les secteurs, il va falloir que vous trouviez un chemin de passage, mais comme ça, je ne peux plus. Arrangez-vous pour vous entendre. » Puis là, ma collègue Lucie avait dit Monsieur Ducharme, en audit, le but, c'est pas de s'entendre avec les secteurs. Le but, c'est de vous monter des constats qui sont factuels, indépendants, objectifs. Pas de s'entendre avec les secteurs. Évidemment qu'on travaille dans un esprit de collaboration. On était très conciliants quand ils demandaient des délais. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Puis, effectivement, on fait valider tous nos constats quand on fait un rapport d'audit. Mais là, c'était pas question qu'on diminue nos observations parce que ça dérangeait moins les secteurs ainsi. Quand vous dites monter, quand il dit monter ça en haut, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Au comité d'audit. Maître, est-ce que vous cotez le document sous 43 P 279? Oui, on va l'exhiber. Juste peut-être celui-ci, lui qui est à l'écran, oui, 279. On peut peut-être juste le descendre parce que c'est les invités. Juste de souvenir, est-ce que tous ces... Non, revenez, là. Est-ce qu'ils ont tous participé? Oui. Même Mme Bélanger avait déjà annoncé qu'elle quittait l'organisation. Elle avait muté vers une autre... elle allait muter dans les prochains jours vers une autre organisation, puis elle avait cru bon quand même de venir partager ses préoccupations, parce que Mme Bélanger était là depuis, je pense, au moins 10 ans. Elle avait quand même une bonne vision de l'organisation. Parfait, merci.
Donc, tantôt, vous avez, avant de vous demander de poursuivre sur le contenu de la rencontre, en fait, on va poursuivre sur le contenu de la rencontre. Après ça, on exhibera pour compléter le document dont vous avez fait tout à l'heure. Est-ce que vous vous souvenez d'autres, avant d'aller dans ce document-là, est-ce que vous vous souvenez d'autres sujets qui sont discutés dans cette rencontre-là? Oui, bien, on a passé à peu près tous nos mandats qui étaient en cours à l'audit interne, c'est-à-dire la SOFIL, évidemment, on en a parlé, puis on venait me nommer qu'habituellement, c'était un petit dossier facile d'1 mois et demi environ, puis dans ce cas-ci, là, ça faisait des mois et des mois qu'on continuait à faire du travail, puis que les secteurs, eux, se défendaient plus que le problème était terminé, plutôt que de dire ah oui, trouvons la solution pour corriger définitivement le problème. On parlait évidemment du dossier en sécurité de l'information qui avait fait des vagues. On parlait de la gestion intégrée des risques. On trouvait que les couleurs qui étaient montées de risques n'étaient pas nécessairement cohérentes avec ce qu'on avait dans ce qu'on constatait dans nos travaux, là, notamment dans le plan, je pense, sur la production des états financiers. Le risque d'avoir des états financiers qui n'étaient pas audités était à jaune. Et là, on était rendu en janvier 2024. On savait que les états financiers, ça ne fonctionnerait pas. Les contrôles n'avaient pas fonctionné toute l'année. On en avait des preuves. Moi, j'en avais des preuves avec les auditeurs externes. J'assistais à des rencontres où les contrôles ne marchaient pas. On se disait, ben là, c'est sûr que l'année 2023, excusez l'expression, mais scrap, là, il va falloir travailler plus prospectif. Donc ça, on le ramenait à M. Ducharme. Là, on était 3 CPA autour de la table, plus tous nos autres collègues très compétents aussi, puis on disait, M. Ducharme, vous n'en aurez pas des états financiers audités, là. Puis là, lui, il se disait, coudonc, êtes-vous en train de me dire que je me fais mentir? Oui. Oui, c'est pas cohérent non plus avec l'analyse de risque qui est là. Il devrait être à rouge, le risque. Ça, on le nommait. Puis sinon, les autres rapports qu'on parlait, on a parlé de gestion contractuelle parce que le mandat était en cours aussi avec ma collègue Mme Brière. Ça, je me souviens moi, mais il avait interpellé Mme Brière personnellement pour savoir, par exemple, là, il disait, si c'est des vieux contrats qui sont en problème, là, puis que c'était dans le temps que les autres PDG étaient là ou que même M. Malenfant était là, puisqu'à ce moment-là, c'est Caroline Foldesbus qui était devenue VP. Si c'était dans l'ancien monde, là, je ne veux pas en entendre parler. Y a-t-il quelque chose de contemporain? Puis là, Mme Brière avait dit oui, il y a encore des problématiques, tu sais, qui l'avait questionné par rapport à ça. Puis sinon, là, moi, j'avais parlé des travaux avec les auditeurs externes aussi, que les auditeurs externes vivaient les mêmes problématiques que nous, que c'était difficile de valider, c'était difficile d'avoir des réponses à leurs questions. Peut-être que j'en oublie, là, mais on couvrait quand même large. La rencontre a duré une bonne heure, 1 heure et demie, comme il faut. Puis ce qu'on trouvait important, après avoir nommé tout ça, nous, on a quand même réitéré notre rôle, en fait, qu'on était indépendants, compétents pour faire des mandats qui nous étaient attribués. T'sais, on était 8 professionnels autour de la table, on était dédiés à l'organisation. Nous, on n'avait pas de biais là-dedans. On n'avait aucun avantage à dire que ça allait bien ou que ça allait mal. Ce qu'on voulait, c'était vraiment sortir les faits. Puis on lui avait dit, M. Ducharme, on travaille pour vous. On est vos yeux, on est vos oreilles. Dites-nous c'est quoi vos besoins, on va travailler là-dessus. Puis on le regardait, puis lui, là, il avait un langage non-verbal tellement fermé. C'était hyper froid comme approche. Il nous regardait à peu près pas dans les yeux. Il était comme ça dans sa chaise. Les 2 bras croisés, puis il répondait rien. On lui demandait c'était quoi ses besoins, puis il n'y avait pas de réponse. En tout cas, pour moi, là, j'avais l'impression que c'était l'équivalent de me faire cracher dessus, de dire j'en veux pas de votre travail. S'il avait pu se lever, je pense, puis s'en aller, il l'aurait fait. Il était vraiment mal à l'aise. Puis nous, on disait qu'on travaillait pour lui, qu'on était là pour l'aider. Mais là, c'était notre dernier cri du cœur. Plus que ça, là, on n'avait plus rien à perdre rendu là. Nous autres, ce qu'on voulait, c'est faire allumer des questionnements, quelque chose, puis qui nous donne des commandes supplémentaires. Mais c'est sûr, dans le respect, évidemment, des normes d'audit interne, là, mais ça venait pas. Madame l'assistante greffière, si on pourrait exhiber l'onglet 6 qui sera 43 P280, soit le projet d'ordre du jour de rencontre entre la DVIEP et le PDG du 24 janvier 2024 à 10h. Je vais mettre une parenthèse, que ce soit clair pour tout le monde. Ordre du jour, c'est un document, on appelle ça un ordre du jour, mais c'est davantage un document interne, style pense-bête. On peut peut-être le descendre tranquillement, vous pouvez peut-être soit compléter là, votre témoignage ou contextualiser. Là.
On voit. C'est ça. C'est sûr que le langage qui est là-dedans, c'était vraiment comme un document de travail à l'interne. C'était pas évidemment qu'on parlait à un PDG. Là. On avait quand même beaucoup de tact au moment de s'exprimer. Là, c'est un peu plus brut. Mais effectivement, là, on avait. En fait, c'est ça, on amenait l'impact sur nos travaux d'audit interne. C'est vrai, c'est qu'on se disait que c'était rendu culturel. Pas trop vite, madame la secrétaire. Merci. Revenez en haut, s'il vous plaît, on va vous dire quand descendre. C'était rendu comme En haut. culturel dans l'organisation Excusez-moi. d'avoir des délais pour répondre à nos questions, puis des difficultés à valider. C'était pas tous les secteurs là, qui étaient difficiles de faire valider nos mandats, mais principalement la VPTI, puis la VP aux finances, là, surtout les risques et contrôles organisationnels. Si on descend un petit peu... Merci. Oui, c'est ça. Dans le PICO, on nous demande... on écoute, on constate, on écoute le point de vue de l'unité administrative, on les met devant les pièces probantes qu'on a. Puis souvent, en fait, les pièces probantes, c'était les secteurs audités là, qui nous les sortaient. C'est pas nous qui sortaient ça d'un lapin d'un chapeau. Là. C'était vraiment les secteurs qui sortaient les pièces. Nous, on faisait les constats avec ça, on faisait valider. Et après ça, on nous demandait de modifier, de diminuer nos constats pour que ça paraisse mieux, finalement. On doit argumenter constamment, effectivement. Si on descend encore un petit peu, s'il vous plaît. Ah, c'est ça, on avait dit le VGQ. Je veux juste, oui. avant que vous continuez, c'est-à-dire que finalement, cet ordre du jour-là n'a pas été envoyé. Non. Il est, comme vous dites, il est un peu plus fait sur le rough. Ouais. Mais est-ce que tous ces points-là ont été adressés à Ouais. M. Ducharme dans le langage, ou peut-être un peu sablé, là, mais, Raffiné. mais le message était là, ce que je comprends? Le message était très clair. Là. C'est ça, on était les 8 professionnels ensemble, puis les 3 CPA qui viennent dire, M. Ducharme, là, non, vous n'en aurez pas d'état financier audité. Là. On aimerait bien ça vous dire que oui, mais il n'y en aura pas. Avec. Alors là, c'est ça, l'année était terminée en plus. C'est ça, VGQ vivait les mêmes problèmes que nous. Je ne sais pas les autres sujets, là, je ne me rappelle pas par cœur qu'est-ce qui était écrit. C'est ça, pour le dossier des contrats. Nadia qui avait parlé là, de la gestion des contrats plus actuels. La SOFIL, ben là, un peu comme on en a parlé tout à l'heure, en temps normal, le dossier durait 1 mois et demi. Cette année, on doit effectuer des travaux mensuellement pour valider les correctifs, que les correctifs ont été apportés, tel qu'on le confirme au PDG, mais finalement, la DVIEP constate que les problématiques n'ont pas été prises en charge, se cumulent de jour en jour. Ils mettent plus d'efforts à se défendre qu'à corriger les anomalies. On ne l'a peut-être pas dit dans ces mots-là, là, mais... Je vais dire ça. Exact. Si on descend encore un petit peu, s'il vous plaît. J'irai peut-être plus au point coordination, de ce que moi j'ai parlé, si on peut descendre un petit peu. Merci. Confiance du VG, ouais. C'est ça, c'est qu'on venait parler beaucoup. Il y avait beaucoup de problèmes au niveau des contrôles, là, autant financiers que les contrôles informatisés. Donc, tu sais, ce qui se nommait, c'est qu'il y avait déjà des contrôles dans SAP, tout ça, mais on commence à comprendre que la livraison 2, elle était plus vanille, elle était chocolat, pas mal chocolat. Et que les contrôles ont été modifiés dans le temps. Puis c'est ça, c'est que selon les tests qui étaient effectués par le VGQ, on constatait là, qu'il y avait des problèmes au niveau des contrôles. Puis en fait, c'est que ces contrôles-là, ils auraient dû en fait être intégrés tout au long du développement de CASA, du moins pour s'assurer qu'ils étaient adéquats et fonctionnels là, pour les besoins de valider les états financiers, mais ça n'a pas tout été effectué. Donc, on se disait qu'instaurer des contrôles par la suite, c'était moins efficace. C'était plus long. Il fallait rouvrir les murs. On parlait des états financiers 2023 et plus, c'est ça. C'est ce qu'on disait, qu'il n'y aurait pas d'état financier audité. Puis, nécessairement, les soldes de fin à l'état financier deviennent les soldes de début de l'année 2024. Donc, si la fin 2023 on n'est pas capable de s'y fier, bien, le début 2024, on part déjà avec une prise. Là. Et ça se poursuit ainsi. Donc, il fallait vraiment les auditeurs externes, là, ça c'était très, très clair. Il fallait que les contrôles aient fonctionné toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre, là, sans aucune faille, pour être en mesure de certifier que c'était adéquat. Puis, contribution de la DVIEP, là, je vois, c'est ça, c'est le dernier point qu'on est revenu avec notre rôle, notre indépendance, qu'on était là, de façon factuelle pour lui. Puis qu'on était en support au PDG et à la gouvernance.
J'aimerais ça aller au point 5, s'il vous plaît. Parce que finalement, vous l'attribuez tous, là, ça veut dire que vous avez tous été témoins, là, ce que je comprends. Là. Point 5. Impact sur nos travaux d'audit interne. Tous, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, Oui. Rappelez-moi, là, 10 à peu près. Là. Oui, bien ça. La géométrie un peu variable, là, selon les arrivées, les départs. J'aimerais ça là, y aller là, dans le détail. Manque de collaboration. Et là, il y a 3 picots. Tendance à nous embourber dans des documents de mauvaise qualité ou vers les mauvais documents. J'aimerais ça que vous commentiez là-dessus. Souvent, quand on demandait de la documentation, surtout au niveau de la VPTI, là, ils nous envoyaient beaucoup de documentation, tellement que ça nous noyait un peu. Là. C'était difficile de savoir qu'est-ce qui était vraiment pertinent là-dedans. Donc là, on devait refaire des demandes pour dire, bien, Pas de pointez-nous. plan de classement, rien. Non, c'est ça, c'était très volumineux. Tu sais, l'équipe de M. Malenfant et par la suite Mme Foldaisbus, c'est ça, c'était beaucoup de tableaux, beaucoup de données. Savoir qu'est-ce qui était pertinent pour nous, là, des fois, il fallait chercher longtemps. Donc, on devait tout le temps se revirer vers la coordonnatrice là, qui s'occupait de nous orienter là-dedans, mais pour elle, c'était pas évident. C'était pas une experte non plus en informatique. Il y avait beaucoup d'allers-retours pour saisir vraiment la pièce qui répondait à notre demande. OK. J'imagine que ça suit. Là. On est dirigé vers les mauvaises ressources, entre parenthèses, transparence et rigueur. Des exemples de ça. Ben c'est ça. Souvent, là, ça joue au ping-pong entre les différents secteurs. C'est un tel secteur qui est responsable de ça. On faisait la demande. Non, finalement, c'était à l'autre secteur, ce qui engendrait des délais supplémentaires. Culture. Cette situation est permise par la gouvernance. Moi, ça vient me chercher, ça. Là. Je vais vous entendre là-dessus. Bien, nous, évidemment, là, quand on faisait nos validations, ça remontait aussi dans la ligne hiérarchique. Nos validations étaient souvent faites faites dans un premier temps avec les opérations, mais ensuite, ça montait vers les directeurs généraux. Puis c'est ça, c'est qu'ils ne semblaient pas vraiment collaborer pour nous faciliter la vie dans notre audit. En fait, là, des fois, on avait des ressources sur le terrain qui nous pistaient sur certains documents, qui disaient, par exemple, ça existe, ou ça, je l'ai vu passer, vous auriez besoin de ça. Puis finalement, bien, leur gestionnaire ne donnait pas leur accord pour que le document nous soit envoyé. T'sais, moi, j'ai déjà vu qu'il montrait, c'était dans une rencontre Teams, là, il montrait, mettons, la feuille. Regardez, c'est ça, là, on l'a, là. Puis il le montrait à l'écran, mais il ne nous l'envoyait pas. Là. Il disait, c'est trop sensible, on ne peut pas vous l'envoyer. Puis ça, ben, c'était connu des DG, tu sais. Puis même, dans certains rapports, c'est ça, on faisait valider, en fait, on avait commencé à faire valider nos constats un à un parce que des fois, ça devenait lourd d'en valider 15 d'un coup. Donc, quand on avait terminé nos travaux, puis on voulait, dans un premier temps, là, valider qu'on était à la bonne place, on envoyait le constat pour se faire valider. Puis des fois, ben, c'est ça, c'était pas positif nécessairement. Ce qu'on recevait comme réponse de la part d'un DG, par exemple, c'est-à-dire, je ne suis pas d'accord. Bon. Sans plus. Sans plus. Et là, on avait, nous ce qu'on disait, ben, c'est pas, le but, c'est pas nécessairement de bien paraître. Hein, donne-moi l'info. Ce qu'on demande, c'est est-ce qu'il y a des inexactitudes dans nos propos, auquel cas, fournissez-nous les preuves, puis on va faire la correction. Ça, il n'y a aucun problème. Mais non, on ne recevait pas nécessairement les éléments là, pour venir ça venait pas. corriger. Non. L'étape de la validation du rapport au niveau de la haute direction, DG, VP, PDG, fait peur. Ouais, là. Intimidation, temps perdu sur les mots, pas une bonne écoute de la part de la gouvernance. Je pense, entre autres, là, que ça fait suite au rapport en sécurité de l'information. Moi, je n'ai pas participé activement à ce rapport-là. Par contre, mes collègues m'ont partagé là, qu'est-ce qui était arrivé là, à l'étape de la validation. Entre autres, le dernier suivi de recommandations dont je vous parle, là, que le PDG avait sur son bureau. Bien, ça, quand c'est venu le temps de le valider, là, mes équipes sont sorties de cette rencontre. Mon équipe est sortie de cette rencontre-là. Puis ça avait vraiment brassé. Là, il s'était fait parler pas mal raide, puis ça passait pas là, au niveau de la direction générale. Là, c'est ça. Il était pas d'accord avec les recommandations, puis il disait qu'on n'avait pas de valeur ajoutée à la vérification interne. C'est ça. Le langage était déplacé, à mon avis.
On constate, on écoute le point de vue de l'unité administrative, on les met devant des évidences et ensuite on nous demande de modifier nos constats et recommandations pour amoindrir l'impact. On doit argumenter constamment. Oui, même que des fois, comme je vous dis, si on avait 15 constats, par exemple, mettons 15 recommandations, des fois, ça paraissait mieux aussi de les regrouper pour en avoir moins. On finissait par... Nous on ne flanchait pas sur notre message, on les regroupait, on avait la même teneur en type de message, mais il y avait moins de recommandations. Ça paraissait mieux. Des fois, c'était le type d'argumentation qu'on avait avec eux. Très peu d'écoute de la part de la gouvernance, entre parenthèses, aucune suite à la suite du dépôt de nos rapports. Premier picot, sur le terrain, les intervenants voient qu'il n'y a aucune suite à nos rapports, donc ils ne voient plus l'intérêt de nous aider dans nos travaux. Ouais, souvent, on se faisait dire, finalement, vous n'avez pas de valeur ajoutée. Vous allez dire ça par qui? On s'est fait dire ça par le secteur des TI puis par le secteur des risques et contrôles organisationnels. Le VGQ vit les mêmes problématiques que nous. En termes de difficultés. Tantôt, ouais. C'est ça. Cela a également un impact sur la gouvernance car ces informations incomplètes ou sans validation sont celles transmises à la gouvernance pour la prise de décision. Ouais, je pense que ça parle de soi-même. Oui, est-ce que ça a quelques questions avant de prendre la pause du midi là, pour terminer l'interrogatoire en chef? Donc, que ce soit clair, je comprends que même si les termes étaient différents, le choix des mots, plutôt, comme on disait tantôt, comme disait M. le commissaire, peut-être un peu plus sablé, plutôt c'est chacun des points qui étaient dans ce document-là ont été soulevés à la rencontre de votre mémoire. Oui. Après la rencontre, qu'est-ce qui se passe? On s'est tous levés, on est partis vers l'ascenseur pour redescendre à notre bureau, puis je pense que c'était unanime. On s'est dit, ça ne changera pas. On était vraiment, vraiment déçus de cette rencontre-là. On était dans l'ascenseur, je me souviens, puis on s'est dit, bon, ben, on sait ce qu'on fait en fin de semaine, on va mettre à jour notre CV. Madame Bélanger, elle avait déjà dit qu'elle quittait. Puis, tu sais, moi, j'étais la première à dire, je vais laisser une chance au coureur, au prochain directeur d'audit qui va arriver. Je disais à mon équipe, tu sais, c'est important de laisser une chance. On va voir, dans le fond, là, comment ça va se passer. Puis, tu sais, prenons pas de décision précipitée. Puis, même M. Pelletier aussi, là, lui, c'est ce qu'il véhiculait, là. Attendez de voir qui va être choisi. C'est un processus rigoureux, etc. Attendez de voir comment ça va se passer. Mais après cette rencontre-là, on s'est dit, si la haute direction, comme ça, veut même pas de nos travaux, en tout cas, moi, personnellement, je me suis dit, ça ne correspond pas à mes valeurs de continuer à travailler pour quelqu'un qui ne veut pas de mon travail. Il y avait trop d'efforts dans nos rapports, puis au quotidien, là, ça devenait très lourd. Je ne me voyais pas continuer à travailler pour peu d'appétit comme ça dans la haute direction et la gouvernance. Donc, j'ai commencé à regarder ailleurs pour quitter l'organisation, puis... en fait, M. Pelletier était au courant là, qu'on avait des démarches qui s'entamaient pour changer d'organisation, même ça a été ma référence là, quand il a fallu que je passe une autre entrevue. Puis, on est trois à être partis finalement pratiquement la même journée. Là. L'autre CPA, Mme Massé, moi, Vincent Poirier comme expert en informatique. Puis, il y en a d'autres qui sont partis là, dans les semaines, les mois suivants. Parlez-nous comme dernière question de monsieur, je crois que son nom c'est Robin Isaac. Rubin Isaac. Rubin, pardon, excusez-moi. Lui, c'était votre collègue? Lui, il avait été engagé par la direction de la vérification interne, là, je crois que c'était environ février 2024. Donc, on l'avait formé là, quand même, mais c'est ça, on l'a quand même averti qu'on avait eu cette rencontre-là avec le président parce que pour nous, c'était important aussi d'être transparent, de dire, bien, on est dans ce contexte-là présentement. Lui a pris une chance quand même de venir dans notre direction parce qu'il trouvait ça quand même intéressant, l'expertise qu'on avait, puis on avait des beaux échanges. Lui, c'était un CPA aussi. Donc, moi, en fait, là, quand j'ai annoncé que je quittais, je pense que c'était en mars que j'ai accepté l'offre de la CMQ. J'ai laissé 1 mois pour vraiment faire la passation de dossier. Puis moi, comme je m'occupais de tout ce qui était avec les auditeurs externes, il fallait vraiment que je le dise à tous les secteurs que le point de chute, maintenant, c'était M. Isaac qui allait reprendre le relais. Là. Lui, c'est ça, comme CPA, il avait déjà vécu aussi l'envers de la médaille. Il savait comment faire le suivi des demandes pour les auditeurs. Donc, je me suis assurée de former
bien avant de partir. Puis même, j'étais disponible après pour quand il y avait d'autres questions. Savez-vous s'il est encore à l'emploi aujourd'hui? Non. Il a quitté la direction de la vérification interne. Je pense que ben là, ça lui appartient, là, mais je pense que ça ne fonctionnait pas avec le nouveau directeur qui est en poste. Puis vous avez quitté pourquoi? Ben là, après la rencontre avec M. Ducharme, je n'étais pas vraiment mobilisée pour continuer de travailler, de ramer dans le vide. Puis le poste, en fait, là, qui m'était offert à la commission la commission municipale du Québec, pardon, pour moi, ça s'apparentait beaucoup à mon expérience d'audit. C'était la vice-présidence à la vérification est quand même plus jeune, donc il y avait de la place aussi pour améliorer, monter les procédures. C'était vraiment c'est une belle organisation avec du monde très compétent aussi, puis avec la même volonté d'améliorer les processus, là, mais dans les municipalités cette fois-ci. Donc, ça venait vraiment rechercher mon background d'audit de performance du VGQ, mon expérience en audit interne à la SAC, ça venait compléter aussi. Là. Pour moi, c'est logique comme choix de travailler aussi avec des CPA auditeurs au quotidien. Merci beaucoup. Merci à vous. Fin d'interrogatoire en chef. Interrogatoire en chef. Parfait. Donc, on va suspendre sur l'heure du midi. Je le fais avec tous les témoins. Ce n'est pas personnel à vous. Il y a une ordonnance de ne pas discuter de votre témoignage, surtout que vous allez rentrer dans une phase de contre-interrogatoire. Donc, pour vous protéger votre témoignage. Alors, souhaite bon appétit et de retour à 14h. Monsieur le commissaire, oui, je vous demanderais à 14h15. 14h15. Veuillez vous lever, retour à 14h15.